Alors, dans ce premier chapitre intitulé Floraison, on va étudier la variation de la floraison et l'influence des facteurs de l'environnement sur ce processus. Alors, chez les plantes, la lumière elle est utilisée non seulement comme source d'énergie pour la photosynthèse, mais elle est aussi utilisée comme signal pour détecter et permettre à la plante de s'adapter à l'environnement. Alors, la lumière elle joue un rôle central dans le cycle des plantes et la floraison ne fait pas exception. Bien sûr, à côté des autres facteurs du stress, comme le stress biotique, la température et la nutrition. Mais dans tous les cas, la lumière elle joue un rôle central. Alors, fleurir est un choix capital pour la plante. Alors, ce choix, il est très important pour la plante car il lui permet de se régénérer à travers la méiose et la formation de graines. Alors, le lieu de la floraison, c'est les méristèmes. Alors, au début, ce méristème, il est végétatif au niveau de l'apex ou bien au niveau des bourgeons axillaires. Si ce méristème reste végétatif, il va nous donner une tige ou des feuilles ou des racines. Si il se transforme en méristème reproducteur, il va nous donner la fleur, c'est-à-dire la floraison. Alors, dans l'image que vous avez en dessous, l'état du bourgeon à l'état végétatif. Et à droite, l'état du bourgeon à l'état floral. Alors, le bourgeon végétatif, ou plus particulièrement le méristème, il subit au moins 3 phases. Une phase d'induction, d'évocation florale, d'initiation florale pour donner la floraison. Alors, la succession de ces processus qui permet la transition de l'état végétatif à l'état floral du méristème est un processus irréversible. Alors, dans le cas où les conditions sont défavorables, la floraison elle peut se faire, mais ceci aura des conséquences néfastes sur la qualité des graines. C'est pour cette raison que avoir une bonne floraison, il faut qu'elle soit synchronisée avec les saisons favorables. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des 3 phases qui permettent le passage de l'état végétatif à l'état floral du méristème. On va maintenant les décrire une à une. Alors, dans cette diapo, vous avez la définition de chaque étape. Alors, la première étape, c'est l'induction florale, qui est la période où certains organes de la plante, sous l'effet de stimulus extérieur, envoient au méristème un message. C'est le signal de la floraison. La deuxième étape, c'est l'évocation florale, qui est une période où le méristème se réorganise. Cette réorganisation de l'architecture du bourgeon est une différenciation préparatoire des ébauches florales. Et enfin, la troisième période, qui est l'initiation florale, qui est une période de différenciation des ébauches des pièces florales. Et à la suite de ceci, on va avoir des changements morphologiques qui vont s'instaurer au niveau du bourgeon floral. À cette étape fait suite la floraison qui se manifeste par le développement des pièces florales, à savoir sépales, pétales, étamines et carpelles. La méiose suivie de la formation des gamètes et le développement des bourgeons et enfin l'épanouissement de la fleur. Alors c'est ces processus ou ces 3 étapes qui permettent le passage de l'état végétatif à l'état floral du bourgeon ou du méristème est soumise à un contrôle. Alors ce contrôle il peut se faire de 2 façons. Il y a un contrôle endogène qui se fait par la plante
et ce contrôle, il est caractérisé par le type d'espèce, la variété et les autres caractères génétiques, ainsi que par la taille et la qualité des semences utilisées, et ainsi que par certaines caractéristiques physiologiques et adaptatives aux contraintes de l'environnement. À côté de ce contrôle par la plante, il y a le contrôle par le milieu, c'est-à-dire l'environnement. Là, je vous cite quelques exemples. Par exemple, les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol, le régime hydrique, la température, les contraintes thermiques au niveau du sol et de l'air, la photopériode, l'éclairement et autres composantes climatiques. Tous ces paramètres-là influencent sur la floraison. Et ils déterminent l'impact de l'environnement sur la floraison. Alors, on va plus particulièrement s'intéresser à l'effet de la lumière, car c'est l'effet le plus important sur la floraison. Alors, pour démarrer ceci, je vous propose de parler du photopériodisme. Alors, le photopériodisme, c'est quoi? C'est le rapport entre la durée du jour, c'est-à-dire l'héméropériode, et la durée de la nuit, c'est-à-dire la nictipériode, rythmant l'activité synthétique des plantes. Alors, dans ce phototropisme, on peut classer 4 catégories d'espèces. Il y a les espèces aphotiques. Alors, dans ces espèces possédant des réserves suffisantes dans leur but pour une longue survie sans photosynthèse, l'initiation florale s'effectue alors que le bulbe est enterré et les parties aériennes ne sont pas encore développées. C'est-à-dire que ces espèces n'ont pas besoin de photosynthèse pour démarrer l'initiation florale, c'est-à-dire initier la floraison. Alors, comme exemple, vous avez l'iris bulbeux, la pomme de terre et la jacinthe. Alors, remarquez ici les bulbes qui sont tellement grandes, ils sont pleins de réserves et de sucre qui permettent à la floraison d'avoir lieu sans avoir recours à la photosynthèse. Deuxième catégorie d'espèces, c'est les espèces indifférentes. Alors, ces espèces fleurissent après une période de croissance définie et ne sont pas affectées par la longueur des jours. C'est-à-dire que le photopériodisme ne les affecte pas. Ces espèces fleurissent que pour une photopériode supérieure au minimum trophique, qui est la valeur minimale de la photopériode. Alors, T est en général faible, par exemple 4 heures ou 5 heures, sous réserve que l'intensité d'éclairement est suffisante. Alors, le graphe en bas vous résume ce texte. Alors là, on a ordonné le nombre de jours nécessaires à la floraison, et en abscisse, on a la photopériode, la durée de la photopériode, qui varie de 0 à 24 heures. Alors, ici, on a le minimum trophique, c'est-à-dire T, et là, on a une courbe rouge qui est ascendante au voisinage de T et qui est faible au plus la photopériode augmente. Alors, cette variation que vous avez ici, c'est la variation de qui? Du nombre de jours. C'est-à-dire, plus vous êtes proche de T, c'est-à-dire d'une photopériode courte de 4 heures ou 5 heures, et plus le nombre de jours nécessaires pour la floraison chez ces plantes-là est important. Et plus vous avez une photopériode très importante, plus ce nombre de jours, il devient très très faible et reste constant. Alors, à côté de ces deux premières espèces, il y a une troisième catégorie d'espèces, c'est ce qu'on appelle des espèces de jour lent, ou appelées encore des plantes héméropériodiques. Alors, ces espèces ont besoin d'une phase lumineuse supérieure à la phase ou à la photopériode critique, appelée en abréviation PC, pour fleurir. Alors, pour ce type de plante du jour lent,
les conditions défavorables à la floraison sont soit une interruption de l'obscurité par un éclair de lumière, soit par une photopériode inférieure à la photopériode critique. Pourquoi? Parce que, par définition, ces plantes fleurissent que si on est dans un jour où il y a une phase lumineuse qui est supérieure à la photopériode critique. Alors, dans la figure que vous avez ici, la photo que vous avez ici, vous avez les 3 cas de ce comportement de ces plantes de jour-là. Vous avez en situation de jour court, c'est 8 heures de lumière et 16 heures d'obscurité. Alors, la floraison ne se fait pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière et la photopériode n'est pas supérieure à la photopériode, par exemple, du cas de la Jusquiame. La Jusquiame a une photopériode de à peu près 11 heures critique. Alors 8 heures ici c'est inférieur à 11 heures, donc il n'y aura pas floraison. Lorsque la phase lumineuse dépasse 11 heures, par exemple ici elle est de 16 heures, il y a floraison. Mais lorsque on prend cette plante de jour long et on la met dans des conditions de jour court, c'est-à-dire 8 heures de lumière et 16 heures d'obscurité, si on interrompt l'obscurité, on induit une floraison. C'est-à-dire c'est comme si on avait donné ou rallongé la phase lumineuse du jour. Il est devenu supérieur à la photopériode critique et de ce fait-là, la plante elle a pu fleurir. Alors chaque espèce donc possède sa propre photopériode critique. Pour la Jusquiame noire, elle est de 10 heures à 11 heures. Pour le fenouil, elle est de 11 heures à 14 heures. Pour l'épinard, elle est de 13 heures à 14 heures. Alors, dans ce graphe, vous avez la variation du nombre de jours en ordonnée en fonction de la photopériode. Alors, chez ce type de plante, on a deux types d'exigences, une exigence 1 et une exigence 2, photopériodique. Alors, la première exigence, c'est au voisinage du T. Alors, ce nombre de jours, il est aussi important et il diminue au fur et à mesure que la photopériode augmente. Par contre, au niveau de l'exigence numéro 2, le nombre de jours il augmente au voisinage de la photopériode critique. Et plus la phase de lumière est plus longue que la phase ou la photopériode critique, plus le nombre de jours diminue pour avoir une floraison. Alors, remarque, certaines des photopériodes critiques des plantes de jour long, JL, sont plus courtes que celles de certaines plantes de jour court. Ceci est bizarre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la notion de plante de jour long et de jour court ne suit pas la longueur de la photopériode, mais elle suit une autre relation. On va découvrir qu'est-ce que c'est que cette relation. Alors, ce qui signifie qu'avec 11,5 heures seulement d'éclairement quotidien, une plante de jour long, comme la Jusquiame, qui a un PC, une photopériode critique de 11 heures, pourrait déjà fleurir. Alors qu'avec 14h30 d'éclairement quotidien, une plante de jour court, comme le Byzantium, qui a une photopériode critique de 15 heures, pourrait encore fleurir. Alors, ce qui signifie que cette notion de jour long ou de jour court ne concerne pas la durée absolue du jour, mais bien sa valeur par rapport à une certaine limite qui est la photopériode critique. Alors, enfin, la quatrième catégorie d'espèces, c'est les espèces de jour court, ou appelées espèces multipériodiques. Ces espèces ne peuvent fleurir que si la photopériode est inférieure à une certaine valeur de la photopériode critique, à l'inverse des plantes de jour long. Alors, le schéma suivant, ou le graphe suivant, montre toujours la variation du nombre de jours où se fait la floraison avec la photopériode. Alors, vous remarquez ici, chez ces types d'espèces,
de jours courts, on a le nombre de jours, il est maximal au voisinage de T et au voisinage de PC, et il est minimal au voisinage du milieu entre T et PC. Alors, ce qui voudrait dire que ces plantes-là fleurissent rapidement lorsque la photopériode est supérieure à T et inférieure à la photopériode critique. Alors, naturellement, chez ces plantes de jours courts, la photopériode doit rester comprise entre le minimum trophique et la photopériode critique pour pouvoir fleurir. Alors, le xanthium, qui est une plante de jours courts, qui a une photopériode critique de 15 heures, quand elle est soumise à des photopériodes de 14h30, elle fleurit, bien que cette durée est plus longue que la période de la nuit. Alors, outre les espèces de jours courts, déjà mentionnées, citant parmi les plus communes le chanvre et le soja. Alors, si la photopériode de la nuit est interrompue par un flash d'éclairement, tel que c'est le cas ici, alors ici, tout d'abord, avant de parler de quoi que ce soit, je vais vous expliquer cette image. Alors, comme on a fait la première fois, on situe pour une plante de jour, pour une période de jour. Alors, dans ce type de plante, de jour court, comme par exemple le cas de la lampe poudre, lorsqu'on lui donne, on la met dans une condition de lumière de jour court, 8 heures de lumière et 16 heures d'obscurité, elle fleurit. Lorsqu'on la met dans une condition de jour long, elle ne fleurit pas. Mais lorsqu'on la remet dans une condition de jour court, mais on interrompt l'obscurité par un flash de lumière, on n'a pas de floraison. Ça veut dire que les plantes, ils détectent la durée de la nuit. Alors, pour étudier l'influence de l'éclairement, c'est-à-dire l'intensité lumineuse sur la floraison, on va parler du travail de Tolkien et Hall, dans lequel l'auteur a fait cultiver des plantes d'Arabie de 6 semaines dans des conditions de jour court, 8h, 16h, figure A et figure B, ou des conditions de jour long, 16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité, à une densité de fluide de photons de 50 micromoles par mètre carré. Alors, l'observation de cette figure, de cette image, montre que lorsque la plante est soumise à une condition de jour court, elle ne fleurit pas, alors que lorsque elle est soumise à une condition de jour long, dans la figure C, il y a une floraison, même si on est à une intensité faible de lumière. Ça veut dire que l'induction de la floraison chez cette espèce, il se fait par le jour long. Ça veut dire que c'est une plante de jour long. Alors, toujours dans la même expérience, cette fois, qu'est-ce que l'auteur a fait? Il a suivi le pourcentage de floraison en fonction du temps après la germination, dans 2 conditions différentes. La première condition, c'est 16 heures de lumière, 8 heures d'obscurité, ou bien 8 heures de lumière et 16 heures d'obscurité. Alors, ceci, il l'a fait dans 2 conditions d'éclairement à 50 ou 120 micromoles par mètre carré par seconde. Alors, qu'est-ce que l'auteur remarque? Il remarque que jusqu'à 20 jours après germination, et lorsqu'on est à 16 heures de lumière, le fort éclairement stimule beaucoup la floraison, alors que le faible éclairement, il maintient une faible floraison. Et ce n'est qu'après 28 jours de germination que les 2 intensités permettent de donner un pourcentage maximal de floraison. Par contre, lorsque il regarde la floraison chez des plantes
d'Arabidopsis cultivés sur des jours courts, aux deux intensités. Il s'aperçoit qu'au début, avant 40 jours, il n'y a pas d'effet de la lumière, mais après 40 jours, l'intensité élevée commence à se distinguer par une stimulation de la floraison d'une façon plus importante que l'intensité faible. Alors, cette expérience a été réalisée chez des plantes d'Arabidopsis non vernalisées. Alors, l'effet de l'augmentation donc de l'éclairement de 50 à 120 micromètres par mètre carré par seconde sur la floraison des plantes dans des jours longs de 16 heures est importante avant 20 jours de germination, mais devient nulle après 28 jours. Par contre, dans les plantes d'Arabidopsis cultivées dans des jours courts de 8 heures, c'est le graphe B, cet effet est maintenu important sous un éclairement fort de 120 micromètres par mètre carré par seconde à partir du 40e jour après la germination. Alors maintenant, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours la même expérience, mais cette fois-ci, il va comparer entre les plantes vernalisées d'Arabidopsis et les plantes non vernalisées. Il va comparer leur floraison, bien sûr, en fonction du temps après la germination. Et il a travaillé sur des plantes cultivées en jours courts et à une faible intensité de 50 micromole par mètre carré par seconde. Alors, dans cette figure, est représenté les données qu'il a obtenues. Alors, lorsqu'on compare, alors les cercles vides, c'est les plantes vernalisées, et les cercles noirs, c'est les plantes non vernalisées. Alors, avant 60 jours, la floraison sont similairement semblables. Par contre, au-delà de 60 jours de germination, les plantes qui ont été vernalisées commencent à se distinguer de ceux non vernalisés par un fort pourcentage de floraison. Alors, à titre d'exemple, les plantes vernalisées d'Arabidopsis, ils ont atteint leur 100% de floraison après à peu près 80 jours, alors que pour cette même période, chez les plantes non vernalisées, ils n'ont pas pu dépasser les 20%. Ça veut dire que la vernalisation, elle stimule la floraison des plantes d'Arabidopsis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vernalisation? La vernalisation, c'est un processus par lequel la floraison est favorisée par les plantes. Elle est favorisée car les plantes sentent l'exposition de l'hiver. Une exigence de vernalisation est un caractère adaptatif qui aide à empêcher la floraison avant l'hiver et permet la floraison dans des conditions favorables du printemps. Chez Arabidopsis, la vernalisation implique le recrutement de complexes de modification de la chromatine dans un grand groupe de répresseurs floraux qui sont réduits au silence épigénétique par le biais de modifications distales. Alors, dans cette diapo, l'auteur nous parle de la nécessité de la vernalisation chez certaines plantes ou populations naturelles, c'est-à-dire des écotypes. Il y a nécessité d'un passage au froid pour fleurir. Alors, le gène responsable de cette floraison, le premier gène en question, c'est le gène frigida, qui permet une floraison tardive qui peut être modulée par un traitement au froid. Des mutations spontanées, c'est-à-dire perte de fonction, existent chez les écotypes de pays chauds qui n'ont pas besoin de passage au froid pour fleurir. Alors, un deuxième gène, c'est le gène de perception de la température pour induire la floraison. C'est toujours le gène frigide. Alors, les auteurs, ils ont remarqué que la vernalisation provoque la déméthylation de la cytosine 5-azacétynamine, la vernalisation, ce qui entraîne une déméthylation de certains gènes lors de la germination, régule la floraison plus tardive. Alors, chez certaines plantes ou populations naturelles,
il y a nécessité de passage au froid pour fleurir en hiver. Par contre, chez d'autres, c'est-à-dire les écotypes des pays chauds, ils ont une mutation, une perte de fonction qui existe au niveau des gènes responsables de la vernalisation et du coup, ils n'ont pas besoin de passage au froid pour fleurir. Alors, les gènes responsables, premier gène responsable de la vernalisation, c'est le gène frigida. Il permet la perception de la température pour induire la floraison. Alors, les chercheurs, ils ont trouvé que la vernalisation provoque la déméthylation des cytosines et ils ont trouvé que la 5-azacitidine et le MIM, c'est-à-dire elles jouent le même rôle que la vernalisation. Ils ont trouvé aussi que la déméthylation de certains gènes lors de la germination régule la floraison plus tardivement. Alors, les voies de vernalisation qui utilisent le FLC et le FRI, les gènes frigida, alors les allèles de FLC, c'est le fluorine locus C et le gène frigida joue un rôle central dans la réponse à la vernalisation. Alors que la protéine de FLC est un répresseur de la floraison, FRI est un régulateur positif en amont de FLC. FRI ne réprime pas la floraison en absence de FLC. Les niveaux d'expression de FLC restent élevés tout au long de la croissance végétative, mais sont faibles pendant la croissance reproductive, ce qui suggère que le processus de développement peut annuler la répression de la floraison causée par l'expression de FLC. L'expression de FLC est progressivement réduite pendant le traitement de vernalisation et atteint des niveaux bas après environ 6 semaines de vernalisation. Ce qui voudrait dire que le processus devient irréversible lorsque la structure de la chromatine associée à la FLC se trouve modifiée. La répression de l'expression du FLC est maintenue lorsque les plantes vernalisées sont renvoyées dans des conditions de croissance plus chaudes, mais elles sont réinitialisées par la mélose afin que leur descendance de ces plantes vernalisées affiche encore une forte expression de FLC pour nécessiter la vernalisation. Cinquième paragraphe, c'est le photopériodisme et la vernalisation. Alors, le photopériodisme intervient pour réaliser l'induction florale permise par la vernalisation et sera très rapidement suivi par réorganisation du méristème et initiation des ébauches florales. Les exigences photopériodiques et la vernalisation ne sont pas nécessaires à toutes les espèces. Il y a une grande indépendance entre les deux types de besoins. Alors, chez la Jusquiame noire, par exemple, la vernalisation est nécessaire en plus des exigences photopériodiques. Par contre, chez la benoîte et la scrofulaire, la vernalisation est nécessaire sans que la plante ait besoin des exigences photopériodiques. Chez le mouron et des champs, l'exigence photopériodique est indifférente à la vernalisation. Alors, chez d'autres variétés, comme les variétés de tomates, ni les exigences photopériodiques, ni la vernalisation ne sont nécessaires. Alors, les photorécepteurs. Les photorécepteurs, c'est quoi? C'est des chromoprotéines constituées par une apoprotéine soluble et un chromophore, c'est-à-dire un pigment. Donc, un pigment s'associe avec une protéine soluble pour donner un photorécepteur. Alors, les photorécepteurs perçoivent la lumière rouge et le rouge lointain. Il y a aussi les cryptochromes qui perçoivent la lumière bleue. Alors, ici, vous avez un spectre de la lumière. Alors, vous avez au voisinage de 400 nanomètres, c'est la lumière bleue. Au voisinage de entre 600 et 700, vous avez le rouge et le rouge lointain. Alors, effet de la lumière rouge et rouge lointain sur les phytochromes. Alors, le phytochrome représenté par la forme PR, c'est la forme inactive. Après éclairement, avec lumière rouge de 660 nanomètres, il devient actif
et on le représente par l'écriture PFR. Le retour de la forme active à la forme inactive s'opère par un éclairement de lumière rouge lointain de longueur d'onde de 730 nanomètres. Alors, les chercheurs ont constaté aussi une réponse biologique qui est induite par la forme active du photochrome. Et il y a possibilité d'une réversion et un retour à la forme inactive à l'obscurité, mais seulement chez quelques espèces. Alors, le spectre d'absorption du phytochrome, il est donné par ce graphe. On a aussi l'absorbance en axe des ordonnées et la longueur d'onde au niveau de l'axe des abscisses, entre 250 et 750. Alors, ce qui est en bleu clair, c'est le PFR, c'est la forme active. Alors, on voit que la forme active, elle absorbe beaucoup aux environs de 760 et elle absorbe aussi ici. Alors, de même, la forme inactive, elle absorbe au niveau de 670 et aussi au voisinage de 250. Alors, dans cette partie-là, les deux formes de phytochrome se ressemblent, se comportent de la même façon, mais entre 600 et 700, ils se distinguent par un décalage entre le maximum des deux absorptions des deux formes. Alors ici, vous avez une représentation chimique de la forme inactive et de la forme active du phytochrome. Alors, autre photorécepteur, on a les cryptochromes, plus particulièrement le cryptochrome 1 et 2, qui sont impliqués dans de nombreux processus liés au rythme circadien, jour et nuit. Ils contribuent aussi dans le contrôle de l'allongement des cotyles et dans la régulation de l'horloge biologique. Alors, dans cette photo, vous avez une plante d'haricots soumise à l'obscurité ou bien soumise à un éclairement. Alors, on s'aperçoit que lorsque la plante est soumise à l'obscurité, la tige s'allonge beaucoup et la plante est étiolée et les pores en chlorophylle et du coup elle devient jaune. Alors que la plante qui est éclairée, elle est plus courte en longueur et elle est plus verte. Alors, à la lumière, c'est dans ce cas-là, le photorécepteur à l'état actif inactive des répresseurs du développement normal. Alors ici, ça veut dire qu'il y a une désactivation de certains répresseurs du développement normal par la forme active du photorécepteur. Par contre, à l'obscurité, il y a allongement des tiges et des entraîneurs par diminution du niveau de la forme active du photorécepteur. Chez Arabidopsis, le cryptochrome 2 est proche du cryptochrome 1 dans la région N-terminale avec 57% d'identique, mais diffère dans la région C-terminale. Chez le cryptochrome 2, qui est soluble, il s'exprime dans tous les organes et tissus, mais son expression est négativement régulée par la lumière. La teneur de cryptochrome 2 diminue très fortement quand les plantes sont exposées à la lumière bleue. Par contre, celle du cryptochrome 1 ne varie pas. Alors, la flavoprotéine, qui est appelée en abréviation NPH1, qui est une phototropine, et qui n'est autre qu'un produit du métabolisme secondaire. Alors, ce sont des photorécepteurs à la lumière bleue impliqués dans la régulation du processus. Ils servent à optimiser l'efficacité photosynthétique des végétaux pour adapter leur croissance en fonction de leur environnement lumineux. Le NPH1 est toujours associé par liaison M covalente. Le spectre d'absorption correspond à celui du phototropisme. Alors, le phototropisme, c'est la perception des signaux lumineux, qu'on verra dans le chapitre suivant, qui implique les cryptochromes 1 et 2 et le NPH1 pour engendrer une courbure vers la lumière. Alors, on constate qu'un mutant NPH1 présente une déficience totale de la réponse phototropique, ce qui montre que la phototropine
où la protéine NPH1 est un récepteur du phototropisme. Là, vous avez un exemple de résultat qui montre la variation de la courbure, c'est-à-dire du degré d'inclinaison vers la lumière, dans différentes situations. Alors ici, c'est au niveau d'une plante sauvage. Ici, c'est chez un mutant cryptochrome 2. Et ici, on est dans un cas de double mutant cryptochrome 1 et cryptochrome 2. Alors, cette courbure, elle varie en fonction de l'intensité lumineuse. Alors, on s'aperçoit que dans le cas de plantes sauvages, on a une courbure maximale qui est atteinte entre 0,1 et 1 micromole par mètre carré, qui peut atteindre jusqu'à 6 degrés. Alors que lorsqu'on a une mutation au niveau du cryptochrome 2, c'est-à-dire il est absent, il ne s'exprime pas, le gène pour ce photorécepteur, on a une inclinaison, mais d'une faible amplitude. Par contre, lorsqu'on a une mutation, elle est double, c'est-à-dire on n'a ni expression ni du cryptochrome 1 ni du cryptochrome 2, on a absence de courbure, la plante reste indifférente à la lumière, quelle que soit l'intensité lumineuse. Alors ceci montre que le cryptochrome 1 et 2 sont impliqués dans l'inclinaison vers la lumière et dans le phototropisme. Alors, contrôle de l'époque de la floraison. Alors, l'induction florale dépend de la perception du signal, nuit-jour, c'est-à-dire l'aube, au lever du jour, du signal, jour-nuit, c'est-à-dire crépuscule, c'est-à-dire au coucher du soleil, et du temps séparant ces deux signaux. Le signal est perçu par les pigments des feuilles et non par le méristème. Alors, dans cette photo, on voit l'importance des phytochromes. Alors dans le cas numéro 1, on a ici des plantes de jour long et ici des plantes de jour court. Et ici on a la longueur de la photopériode. Alors on s'aperçoit que dans le cas de plantes de jour long, lorsque la lumière elle est supérieure à elle dure plus longtemps que 12 heures, on a floraison des plantes de jour long. Et par contre, il n'y a pas de floraison de jour court. Par contre, chez les plantes, lorsque cette photopériode elle est faible, c'est-à-dire la phase lumineuse elle est plus faible que la phase obscure, il n'y a pas de floraison des plantes de jour long, mais floraison des plantes de jour court. Alors, lorsque la même expérience c'est la même expérience que celle-ci, elle est répétée, mais cette fois-ci, on éclaire on interrompt la phase obscure par un flash de lumière rouge. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une floraison des plantes de jour long. C'est-à-dire, ici, on n'a plus une absence de floraison, mais on a une floraison grâce à ce flash-là. C'est-à-dire que ce flash-là, il a rallongé la période de lumière. Par contre, lorsque on éclaire avec un flash de lumière rouge suivi d'un flash de lumière rouge lointain, c'est-à-dire on a ici 660, ici 700 et plus, 730, 750, on voit qu'on retourne aux conditions initiales. C'est comme si on a annulé l'effet du flash, c'est comme si on a raccourci de nouveau la période de lumière. Alors, et du coup, on s'aperçoit que donc les phytochromes, de par cette expérience qui fait varier la nature de la longueur d'onde du flash, qui va interrompre la période obscure, permet de montrer que la qualité de la lumière influence les photorécepteurs qui, eux, influencent donc la floraison. Alors, un flash de lumière rouge durant la période de nuit prolongée est suffisant pour induire la floraison.
Cet effet est annulé si on additionne un flash de lumière rouge lointain. C'est le cas des plantes de jour. Seule la lumière rouge active les phytochromes, qui selon le type de sensibilité photopériodique des plantes et les moments d'application du flash rouge, soit stimule, soit inhibe la floraison. Et la lumière rouge lointain désactive les phytochromes et donc inverse le phénomène induit. Alors, le cryptochrome 2, qui est donc stimulateur de la floraison, et le phytochrome B, qui est inhibiteur de la floraison, interagissent avec des mécanismes du rythme circadien générés par l'horloge biologique pour réguler l'expression du gène CO qui contrôle la date de floraison. C'est ce qu'on a ici dans cette image. On a le cryptochrome 2 et le phytochrome B. Sous l'effet de la lumière, les deux sont activés. Alors le premier, il stimule à travers sa perception par son influence sur l'horloge circadienne. Et donc il y a détection du jour long. Ces détections stimulent donc l'expression du gène CO qui stimule donc la floraison. Par contre, le phytochrome B, il interagit avec l'horloge circadienne et donc inhibe l'expression du gène CO qui est le gène de floraison. Et donc on n'a pas de floraison. Donc le gène CO, c'est un gène codant pour un régulateur de la transcription conduisant à l'initiation florale. Action d'autres phytochromes sur la floraison. Alors il y a d'autres phytochromes comme le phytochrome A qui a un effet stimulateur sur le gène CO et un effet inhibiteur sur l'action du phytochrome B sur le gène CO. Le cryptochrome 2, il a une action stimulatrice sur le gène CO et une action inhibitrice sur l'action du phytochrome B sur l'expression du gène CO. Et puis, on a le cryptochrome 1 et 2 et le phytochrome A, ils ont un effet stimulateur de la floraison directement. Alors, oscillation cyclique de l'accumulation de l'ARN messager du gène CO. Alors dans la première figure de cette diapo, on est dans des conditions normales de lumière, le jour et la nuit, le jour et la nuit, et le jour et la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit l'accumulation de l'ARN messager du gène CO. On s'aperçoit qu'il y a une oscillation rythmique, cyclique. Alors lorsque on refait la même expérience mais avec la plante sauvage et avec un lot de plantes mutées en gène LH ou gène GI, qui sont les gènes responsables du rythme circadien, on s'aperçoit que l'oscillation cyclique elle a disparu dans ces deux courbes qui sont en bas, ce qui montre que les gènes responsables du rythme circadien régulent l'expression du gène CO qui contrôle la floraison. Alors certains types de lumière stabilisent la protéine CO. Alors en haut, on a les conditions de lumière de l'activation du gène CO. Alors, le gène CO s'active à la lumière blanche, à la lumière bleue et au rouge lointain par le fait qu'on retrouve le phytochrome vert qui s'active ici. Alors que l'obscurité et la lumière rouge est inactive le gène CO. Et du coup, on peut conclure que la lumière active la protéine CO et l'obscurité la désactive. Alors, le signal florigène. Alors, la photopériode est perçue par les feuilles. Le stimulus floral a une nature autopropagatrice. Alors, on va voir ça à travers une expérience. Alors, l'expérience que vous avez devant vous montre, c'est une série de greffages d'une plante induites vers des plantes qui ne sont pas induites. Alors ces plantes, c'est des porte-greffes qui ne sont pas induites. On a le premier porte-greffe non induit, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors à partir de cette partie de la plante induite,
qu'on coupe, puis on la greffe sur un autre porte-greffe, qui est non induit. On s'aperçoit que la floraison est induite ici. Si on prend cette partie où il y a une floraison induite par le greffage, et on la met sur un deuxième porte-greffe non induit, on obtient une floraison dans le deuxième porte-greffe, etc. Ce qui veut dire que l'induction indirecte, elle a été démontrée ici par une série de greffages de feuilles chez Xanthium, qui est une plante de jour court. Alors Xanthium, qui est une plante de jour court, présente une induction indirecte de la floraison. Les feuilles non induites d'une plante induite à fleurir peuvent induire la floraison d'autres plantes, même si elles n'ont jamais reçu de photopériode inductive. Cela suggère que le stimulus floral se propage automatiquement. Dans au moins 3 cas, Xanthium, Bryophyllum et Silène, l'état induit semble se propager. En d'autres termes, les jeunes feuilles qui se développent sur la plante réceptive, après avoir été amenées à fleurir par une feuille donneuse, peuvent elles-mêmes être utilisées comme feuilles de donneur lors d'expériences de greffage ultérieures, même s'ils n'ont jamais été soumises à une photopériode inductive. Ce phénomène est appelé induction indirecte. Il est caractéristique de l'induction indirecte que la force du stimulus floral provenant de la feuille du donneur reste constante même après le greffage en série. De nouveaux donneurs à plusieurs plantes. Cela suggère que l'état induit est en quelque sorte propagé dans toute la plante. Le stimulus floral est plutôt une molécule qui induit sa propre production dans une boucle de rétroaction positive. Dans Xanthium, l'élimination de tous les bourgeons de la pousse bloque l'induction indirecte, indiquant que le tissu méristhématique ou peut-être l'auxine est nécessaire à la propagation de l'état induit. Alors, dans cette deuxième expérience, on va voir que le greffage peut se propager d'une autre façon, le stimulus peut se propager d'une autre façon. Le greffage de feuilles induites sur le porte-greffe non induit cause la floraison dans plusieurs porte-greffes de Perilla. C'est-à-dire, si on prend une plante de Perilla qui est induite au niveau de cette feuille-là, la plante est fleurie. On prend cette feuille après avoir obtenu la floraison dans la plante mère, on la greffe sur un porte-greffe dont on a enlevé toutes les feuilles. On a laissé que la tige et les racines. Alors, dans ce cas-là, dans ce premier porte-greffe non induit, on a une floraison. Si on prend toujours la même feuille, on la greffe sur un deuxième porte-greffe non induit, on a la floraison, même si on a enlevé toutes les feuilles de ce porte-greffe. On reprend cette feuille, on la remet sur un troisième porte-greffe, on obtient la même chose. Alors, les feuilles non induites du porte-greffe sont éliminées pour stimuler le mouvement du signal vers le bourgeon axillaire à partir de la feuille induite. Alors, dans cette expérience de Perilla, seule la feuille ayant reçu la photopériode inductive est capable de servir de donneur pour le stimulus, à la différence de ce qu'on a vu précédemment avec Xanthium. Alors, dans Perilla comme dans Xanthium, une feuille peut continuer à induire une floraison dans les expériences de greffage successives. En revanche, l'induction indirecte ne se produit pas dans Perilla. Chez Perilla, seule la feuille réellement photopériodiquement inductive est capable de transmettre le stimulus floral dans les expériences de greffage. Ainsi, le stimulus floral de Perilla ne se propage pas de la même façon que dans Xanthium, Bryophyllum et Silène, soit que le mécanisme pour une boucle de rétroaction positive est absent dans les feuilles de Perilla, soit que la translocation du stimulus floral est limitée au méristème afin qu'il ne pénètre jamais dans les feuilles. Contrairement au Xanthium, donc, qui nécessite la présence d'un bourgeon pour une induction stable, les feuilles de Perilla peuvent être induites de manière stable, même lorsqu'elles sont détachées de la plante. Une fois induites, les feuilles de Perilla ne
peuvent plus être induites et la même feuille peut continuer à servir de donneur du stimulus floral dans les expériences de greffage successives sans aucune réduction de puissance.